Bien, chers téléspectateurs de Wafrica TV, dans notre marche qui consiste à saisir, à tenir la marche du monde, nous nous intéressons ce matin à ce qu'on peut considérer comme, entre guillemets, la défiance de Prigojine, le leader de Wagner, à l'État russe. Nous avons tous constaté ces derniers jours que les médias occidentaux sont très enthousiastes. Ils regrettent d'ailleurs, et avec beaucoup de pitié, que l'Afrique se soit engagée avec cette organisation, en nous laissant certainement le soin de regretter nos choix. Bonjour, professeur Chanda. Bonjour. Professeur Chanda, vous êtes spécialiste des relations internationales, spécialiste de stratégie, et c'est tout à fait normal que nous tournions vers vous pour comprendre cette question, cette défiance, entre guillemets, que Prigojine adresse à l'État russe. Dans un premier temps, rappelons que Prigojine, avec le groupe Wagner, ont participé à libérer Bakhmout. Et on connaît un peu le déroulement. À un moment donné, il a accusé le ministère de la Défense de ne pas répondre très rapidement, d'être très bureaucratique et de ne pas répondre très rapidement à ses sollicitations. Est-ce qu'on peut considérer que cette libération a donné du pouvoir à Prigojine et peut-être qu'il est dans un trop plein d'ambition à cette heure-ci? D'abord, je me souviens d'un diplomate américain qui disait à New York, il répétait, vous savez, le moustique qui vient siffler à vos oreilles n'est qu'un petit fragment des choses qu'il y a dans votre chambre et que vous commandez. Si vous voyez un peu l'image. L'idée même de pouvoir induit une dialectique de tentation, de défiance du pouvoir, quel que soit le contexte dans lequel on se trouve. C'est avec beaucoup d'amusement que j'ai suivi les différents commentaires. Et ça fait penser à quelqu'un que vous avez battu, qui rumine une vengeance contre vous, qui sait qu'il ne peut rien faire et qui ensuite passe son temps à rêver, ouais, s'il pouvait lui arriver un malheur. Voilà où se trouve l'Occident aujourd'hui par rapport à la Russie en réalité. Et je dois vous dire que lorsque vous refaites l'histoire des 50 dernières années de la vie politique des grandes nations, je ne parlerai pas des petites où c'est quelque chose de courant, de latent, vous vous rendrez compte aussi longtemps, aussi en arrière que vous pouvez y aller, que même aux États-Unis, le président des États-Unis a été défié à plus d'une reprise. Vous connaissez la petite révolte du général Petraeus en Afghanistan. Vous connaissez la révolte du commandant d'un des plus grands porte-avions américains que Trump avait été obligé de limoger, un militaire extraordinaire, disait-on. Le général de Gaulle lui-même a connu pas une seule, plusieurs tentatives je dirais pas de coup d'État, je dirais simplement d'affront, voire même d'assassinat. Vous avez vu ça au Maroc, vous avez vu ça partout en réalité. Et dans certains cas, on règle ça autrement. Dans le contexte actuel, pour ce qui concerne la Russie,
il faut être vraiment bête pour penser à renverser un système comme celui-là ou croire qu'on aurait pu changer le pouvoir à Moscou ou simplement prendre même 50 000 hommes aujourd'hui pour aller changer les choses sur la place rouge. Vous savez, la Russie, c'est le pays le plus déterminé, je dirais même le mieux organisé pour faire face aux défis de la puissance, aux défis de la concurrence internationale, aux défis des rapports de force, sur tous les plans du terme, sur les 30 dernières années. C'est un pays qui a été complètement à terre à partir de 83. Et je dirais même c'est un pays qui a été à genoux dans les années 90, que l'Occident avait pensé à dépecer d'ailleurs. Tout ce que vous voyez aujourd'hui en Russie comme grosses entreprises, grosses multinationales, ce sont des entités que l'Occident a essayé de casser pour récupérer. C'est comme le corps, et ainsi de suite, ils n'ont pas pu, si vous voulez. Elstine, ils avaient réussi à placer au pouvoir un soulard, un éthylique caractériel qui était comme la marionnette, qui buvait ce qu'elle faisait pipi dans la culotte. Et en fait, Elstine avait, avec l'Occident, un plan pour casser la Russie et la soumettre complètement à la loi, pas de l'Occident, même des États-Unis. Donc, c'est un peu comme dirait quelqu'un lorsqu'on paraphrase les problèmes d'un pays que nous connaissons en parlant d'un caillou dans la chaussure. C'est ce que la Russie est, si vous voulez. À Paris, à Washington, à Londres, à Berlin et tout, on dort en priant tous les dieux que quelque chose arrive à Poutine et à défaut de le tuer, qu'il arrive un grand malheur à la Russie en général. Vous connaissez dans quel contexte intervient cette situation. Vous parlez de Black ou de Bakhmout, non, mais c'est un épiphénomène par rapport à ce qui s'est passé. C'est pas Bakhmout qui a libéré, qui a quasiment libéré les quatre régions du Donbass. Parce qu'en dépit, au-delà de la publicité, du mensonge que vous pouvez voir dans les réseaux sociaux, la Russie a largement atteint son objectif. C'était pas d'occuper l'Ukraine, d'effacer l'Ukraine de la carte, non, pas du tout. C'était de mettre fin aux exactions de l'Ukraine contre les populations russophones des 4 régions du Donbass. C'était cela, et ça, ils ont réussi admirablement. Vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure qu'ils ont libéré des grandes cités, ils se sont mis à les reconstruire, en commençant par Mariupol, ainsi de Melitopol, ainsi de suite. Donc, le reste, c'est un peu quelqu'un qui... le voisin qui... oui, enfin, il a des problèmes, c'est une très bonne chose et tout. Oh, mais ça va finir. Il y a longtemps qu'on nous a annoncé que la Russie allait s'effondrer. Le ministre français, le maire de l'économie, avait même dit on va mettre la Russie à genoux, on va la ruiner. Le taux de croissance a au contraire évolué, certainement dans une moindre mesure, mais ça a évolué. Et tout ce qui a été fait comme dégâts a été réparé. Maintenant, ça c'est le tableau sur lequel il faudrait ajouter que le gaz et le pétrole sur lesquels pesaient des sanctions, à partir desquelles on pensait qu'on allait mettre la Russie à genoux, se vend beaucoup mieux et se produit d'ailleurs beaucoup mieux qu'avant. Donc, vous avez su un simple trimestre, ils encaissent 20 à 40 milliards de dollars, parce que c'est revendu à des prix hors de toute concurrence à des pays qui en ont grandement besoin, y compris à l'Occident, par des voies contournées. Ça, c'est le tableau. Donc, d'un point de vue économique, zéro effondrement de la Russie. D'un point de vue militaire,
succès, mais alors total de la Russie, parce que toutes les armes occidentales qui ont été envoyées ont trouvé des contre-armes beaucoup plus performantes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on en est à dire, est-ce qu'il faut continuer à envoyer? On a peur. Et du coup, ça commence à se dire partout en Europe et aux États-Unis, mais on s'est trompé. On vous dit, quand l'Ukraine peut tirer 4000 au but en une journée, la Russie en tire 40 000. Et la Russie, à elle seule, produit plus d'armes que l'ensemble des pays de l'Europe occidentale, de l'OTAN, les États-Unis. Donc, c'est des gens qui se sont préparés, qui ont bâti une économie de guerre, qui ont voulu retrouver une place respectable sur la scène internationale, avec le bonheur de la plupart des pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, qui ont trouvé là, n'est-ce pas, une nouvelle locomotive pour s'accrocher. Et on pense très bien, on comprend très bien que c'est une stratégie pensée de longue date et qu'en réalité, Kadhafi ne serait pas mort, on n'aurait pas eu l'Irak, on n'aurait pas eu... Quand il commence la Syrie, à ce moment-là, je pense que la Russie est prête, la Chine est prête, et ils disent non, ça ne marche pas. Alors, ça c'est le décor géopolitique et stratégique global. Maintenant, revenons sur ce qui est de la configuration de la corrélation avec l'Afrique. Il y a beaucoup de désinformations que l'on véhicule à répétition. On va arriver. D'accord. Oui. C'était pour répondre à cette question de Wagner. Je parlais de désinformation. Wagner est tout sauf ce qu'on dit, si vous voulez. Presque tous les pays ont c'est même pas des paramilitaires, si vous voulez. Des milices privées. Ce ne sont même pas des milices privées. Le vrai terme, c'est armée parallèle, armée de soutien, armée de première ligne, si vous voulez. On envoie la Légion étrangère en France, c'est exactement ça. Les Américains ont plusieurs firmes qui font ça. On les a vus en Irak, partout, on appelle Blackwater, et ainsi de suite. Donc, la relation avec l'Afrique est une relation objectivement d'État à État. Je pense, ne vous y trompez pas. Wagner, c'est un épiphénomène et c'est juste, comme je disais tantôt, le moustique dans la grande chambre russe. Et projeter Wagner sur le terrain, c'est une manière d'utiliser en réalité ce qui n'a rien de terrible ni de dur, ce qui n'a rien d'officiel en termes précis, pour faire un travail qu'on ne voulait pas ou qu'on ne pouvait pas ou qu'on n'attendait pas de faire de manière officielle, si vous voulez. C'est tout. Donc, est-ce que les choix des Africains? Non, ce sont les choix d'État. Vous pouvez retourner la question à la France. Est-ce que c'était un bon choix, la MINUSMA, même aux Nations Unies, Barkhane, est-ce que c'était un bon choix? Est-ce que l'opération en Afghanistan était un bon choix? Parce que on fera certainement un entretien. Voilà. L'opération de maintien. Voilà. Donc, c'était pour vous dire que non. Regretter les choix, que les Africains regrettent les choix, pas du tout. Les nations ne regrettent jamais leurs choix, si vous voulez. Ce sont des choix en rapport avec le sens, la projection et l'orientation de leurs intérêts nationaux. Dire que les Africains n'ont pas du tout, je pense qu'il faut limiter... Vous savez, je suis d'avis, bien qu'étant très libéral, que l'on censure d'une manière ou d'une autre, à défaut de faire une éducation populaire concrète, que l'on censure les informations qui nous tombent aujourd'hui comme un lessivaille des cerveaux. Professeur, que représente Wagner dans l'appareil russe? Ou alors, comment comprendre l'entrée en scène de Wagner dans la crise, appelons la russo-ukrainienne? Écoutez, il n'existe pas de guerre sans chef et sous-chef de guerre, en réalité.
Il ne faut pas vous mener dans les... parce que j'ai fait beaucoup de doctrines militaires et des stratégies militaires. Je ne vais pas vous mener dans l'organisation d'une armée, si vous voulez, en bataillon, ainsi de suite. Chaque pan d'une armée, en réalité, peut à un moment donné être considéré comme une armée à part, si vous voulez. Et chaque détachement d'une armée peut être à un moment donné considéré comme une armée à part. Les différents corps d'une armée, que ce soit l'aviation, que ce soit les forces terrestres, que ce soit les forces maritimes. Aujourd'hui, on parle plus d'aviation, on parle de forces aérospatiales, si vous voulez. À chacun de ces composantes d'une armée, il y a un chef. Et à chaque fois, un chef peut devenir tellement puissant, parce que la plupart du temps, en réalité, c'est lui qui est chargé de diligenter, de superviser et d'engager les stratégies, les orientations tactiques ou stratégiques décidées par l'état-major, lequel état-major, justement, obéit au chef de l'exécutif. Alors, vous prenez le cas d'espèce. On met un détachement comme Barkhane, si vous voulez, au Mali, et puis Barkhane a un chef à sa tête. À un moment donné, il peut entrer en conflit ou en dissidence en ce qui concerne soit l'opérationnalisation des stratégies tactiques, soit la dotation en moyens et logistique et humain, si vous voulez. Certainement parce que le responsable, c'est le politique. Oui, bah, écoutez, sinon, attendez, j'avoue que ce qu'on ne vous dit pas, ce que vous devez savoir, c'est que Poutine est dans l'appareil global russe aujourd'hui le plus modéré. Il y a énormément de gens avec Poutine, d'ailleurs on le sait à Washington, on le sait à Paris, on le sait à Londres. Poutine est leur chance, de loin. Les gens, certaines personnes qui entourent Poutine sont prêts à raser l'Ukraine. Ils en ont largement les moyens. Les États-Unis n'iront jamais en guerre en Ukraine. Tout le bavardage, là, c'est des conneries. L'OTAN, tout ça, ils n'oseront pas. Jamais. Même si la Russie a envahi la Pologne, ils ne pourront pas. Ils ont peur. Les États-Unis n'ont jamais eu sur leur sol la guerre, la vraie guerre. Au-delà de la guerre de sécession, qui fut une affaire interne qui a précédé la construction des États-Unis d'Amérique, mais ils n'ont jamais connu la guerre. Croyez-moi, j'ai vécu aux États-Unis, il n'y a pas un peuple aussi peureux que le peuple américain. Il n'y a pas des gens qui tiennent à leur sandwich, leur hamburger, leurs frites, leur sauce tomate et leur ketchup que les Américains. Jamais, ça je peux vous jurer, surtout au moment aujourd'hui où, avec le développement des armements, jamais. Tout ça c'est du bavardage. Si la Russie décide de raser la France, elle le fera. Elle en a les moyens, largement. Si elle veut raser la ville de Washington, elle le fera. Ça, chacun le sait. Et tout le reste, c'est des bruits. Et j'aime mieux vous dire que il faut toujours savoir que les canaux diplomatiques ne sont jamais fermés. À plus forte raison, éteints. Jamais. Ces canaux fonctionnent, si vous voulez. Ça, c'est extrêmement important. Les États-Unis sont particulièrement renseignés sur les systèmes d'armes qui existent dans l'arsenal russe et ce que ça peut faire, si vous voulez, en cas de confrontation. Et on se limite aujourd'hui à toutes ces choses et qui en réalité sont davantage superficielles, pour tout vous dire. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans toutes les crises, vous avez un avant, un milieu, un derrière. Ça, c'est fondamental. L'avant, c'est ce que vous voyez, si vous voulez. Le milieu, c'est ce qui fait la conciliation entre ce qui est devant et ce qui est derrière. Ça, on l'enseigne bien dans les études militaires. Et c'est ce qui est au milieu, en réalité, qui organise la tactique.
en fait, qui gère l'opérationnalisation d'un point de vue mesuré et équilibré. Parce que ce qui est avant, c'est qu'on projette dans un premier temps, on appelle ça les premières lignes d'exécution, mais qui en réalité ne constituent pas le fondement, ni le fondement, ni les éléments complets des moyens et des ressources planifiés dans la stratégie pour atteindre un objectif, un but. Alors, dans le cas d'espèce, Poutine est très mesuré, si vous voulez. Vous avez vu, après l'attaque contre le pont symbolique de la Crimée, le lendemain, ils ont frappé toutes les villes ukrainiennes en même temps. En dépit de tout ce qu'on vous raconte, ainsi de suite, on parle des chars léopards, mais c'est de la publicité inutile. Et quand ils disent nous allons les brûler, ils les brûlent, ils sont en mesure de les brûler. Non seulement ils sont en mesure de les brûler, mais ils sont en mesure d'empêcher même que ces équipements arrivent en Ukraine, en les détruisant avant même que ces équipements aient été débarqués. Mais le consensus, l'accord, c'est de ne pas le faire, justement, pour beaucoup de raisons. Parce que c'est aussi de ne pas frapper les centres d'instruction, les centres de décision de l'armée ukrainienne. Parce qu'il y a là-bas, si vous voulez, c'est une guerre de l'OTAN contre la Russie. Depuis le début, vous avez une bonne partie de tous les grands stratèges américains sur place. L'armée ukrainienne n'existe plus. L'état-major ukrainien n'existe plus. Donc, c'est les Français, c'est les Polonais, c'est les Allemands, surtout les Anglais, les Américains, c'est eux qui pilotent toute la stratégie. Et l'entendement aujourd'hui, c'est qu'ils avaient la possibilité de raser même le palais du gouvernement. Même la présidence ukrainienne, ils ont les moyens aujourd'hui. Depuis qu'on vous parle, on va amener des armes anti-missiles, et ainsi de suite. Mais quand la Russie veut, chaque jour, si elle veut punir un peu, elle frappe Kiev. Elle frappe toutes les grandes villes. Les populations ne sont revenues à Kiev qu'avec l'autorisation des Russes. Donc, alors, dans quelle situation nous nous trouvons avec Wagner? C'est un peu, vous prenez un gamin, ou peut-être votre petit frère, disons même un partenaire, vous lui dites, écoute, va voir ce qui se passe là-bas, il semble que des gens ont attaqué nos champs, ou bien ambitionnent de le faire. Bon, toi on t'envoie là-bas pour l'instant, on s'occupe d'autre chose, on te confie ce côté-là. Alors, tu arrives là-bas, jeune homme surexcité et tout, tu te prends en photo, et après tu dis, ah mais non, moi je veux aller plus loin, il faut brûler tout ici. Et puis d'abord, je pense que même il faut continuer dans le champ à côté, hein, même s'ils n'ont pas attaqué là-bas, et brûler tout. Voilà un peu Wagner, si vous voulez. Prigojine pensait que, dans sa tête, si vous voulez, il connaît, il a une idée, pas toute, hein, l'idée de ce que la Russie dispose comme système d'armes. Il souhaitait avoir des équipements plus performants et tout, machin. Et vous savez, l'entendement avec les Américains, c'est qu'il ne faut pas franchir certaines limites. Ça, c'est ce que l'opinion ne connaît pas, si vous voulez. La Russie a largement les moyens de mettre fin à cette guerre tout de suite, en rasant simplement, même pas avec les armes nucléaires, avec les armements classiques. La Russie a la plus puissante armée sur le plan classique en Europe. Ça a toujours été ainsi. Sur cette question, professeur, ouais. Je pose la question avec en avouant ma faiblesse d'être francophone et de n'avoir que l'information que appelons ça la francophonie me donne. Quelques généraux français estiment que dans l'armée russe, ils ont formé beaucoup d'officiers, mais ils n'ont pas de sous-officiers ou bien d'acteurs de terrain. Le langage militaire, c'est vous qui le maîtrisez. Est-ce que l'entrée en scène de Wagner, ce n'était pas justement pour combler ce déficit-là, en tenant compte qu'on reproche à Wagner de recruter, par exemple, dans les prisons, c'est-à-dire ça, c'est ce que vous avez lu dans les journaux. C'est ce que vous avez suivi. Vous dites bien les médias français, les généraux français. Qu'est-ce qu'ils en savent? La preuve, la Russie les a stoppés en Syrie. Ils voulaient faire de la Syrie ce qu'ils ont fait en Irak, exactement. La Russie les a stoppés. La preuve, l'armée américaine a été battue à 2 reprises en Afghanistan. La honte, ils ont laissé derrière des équipements de plusieurs centaines de milliards
qui n'ont pas pu amener, ils sont partis en fuyant, comme au Vietnam. Où est faites la relation, si vous voulez. Alors, ces Français qui parlent, pourquoi sont-ils en train de quitter le Mali, ces généraux français? Ce sont des théories qu'on concorde dans les bureaux pour essayer d'abaisser, de ridiculiser, ainsi de suite. Qui donc fait la guerre? À Mariupol, qui a fait la guerre? Ça a duré le temps que ça a duré, c'était une des plus grandes villes industrielles. Ils ont mis de côté. De même, aujourd'hui, il y a un accord de ne pas complètement casser Odessa, si vous voulez, qui est le dernier port qui reste à l'Ukraine. C'est le dernier port. Et vous savez, la Russie a les moyens de paralyser toutes les exportations ukrainiennes. Elle a occupé pratiquement la mer d'Azov. Donc, tous les ports sur la mer d'Azov ont été occupés. Il reste un peu dans Odessa, là-bas. C'est sans coup férir. Alors, les gens restent dans leur bureau, ils vous concordent des théories. Je suis dans mon salon sans datomé. Je décrète, c'est moi qui décrète. Ah là 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 là, moi vraiment j'ai le meilleur char du monde, j'ai la meilleure bicyclette, on va voir, ainsi de suite. Et c'est moi qui le dis. Mais l'important, c'est ce que ça vaut sur le champ de bataille. Vous avez vu les chars léopards être brûlés comme des papiers toilettes en Ukraine. On a montré les photos, les images. On a vu le Patriot vanté comme, n'est-ce pas, l'armement antimissile extraordinaire, incomparable, être liquidé, être attaqué et puis détruite en Ukraine. Dans le même temps, vous avez bien vu les États-Unis tomber derrière la Turquie, supplier que pardon, non, ne prenez pas les S-400 russes parce que ça peut abattre les avions jusqu'à une distance de 500 km. Alors, je vous donne une idée si vous voulez. Quand vous avez ce genre de système d'armes, qu'est-ce qui vous arrive? C'est qu'en réalité, vous mesurez, vous prenez la conscience de vos responsabilités et vous dites il faut qu'on s'accorde sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. On a beau dire, le système de sécurité collective dessiné au lendemain des guerres de 1945 tient toujours. Ça, c'est extrêmement important. Ça partait sur un consensus que les puissances victorieuses allaient se mettre ensemble pour préserver la paix. Et pour cela, il y avait la première conditionnalité, c'était d'avoir les moyens d'intervention et les ressources financières pour. Alors, si vous avez des extrémistes en arrière, ils ne peuvent pas comprendre, si vous voulez. Vous prenez le cas, je vais vous donner une image beaucoup plus simple pour que les Africains comprennent. Prenez le cas de l'Afrique du Sud. Les Noirs ne seraient jamais arrivés au pouvoir par la lutte armée. Ça a été des négociations, si vous voulez. À un moment donné, on a estimé ils ont estimé que c'était devenu vraiment une grosse honte. Ça ne correspondait plus vraiment à l'entendement et à l'évolution du monde. Et ça, tout ça, c'est grâce à l'évolution des technologies de l'information et de la communication. Parce que tant que vous brutalisez votre épouse dans une chambre et tout, que les voisins ne sont pas au courant, vous continuez le cinéma, si vous voulez. Mais le jour où les voisins peuvent être au courant, vous arrêtez, vous commencez à penser autrement. Alors, c'est ce qui s'est passé. On a négocié pour que Mandela sorte de prison et que les Noirs accèdent au pouvoir. Les Noirs n'avaient aucun moyen de triompher des Blancs en Afrique du Sud. Parce qu'en réalité, ce n'était pas les Blancs, c'était l'Occident en Afrique du Sud, les Boers. Il y avait l'armement atomique, est-ce que vous avez entendu parler encore? Non. On a dessiné un calendrier, un tableau de référence pour un accord. Vous allez sortir de prison, vous allez prendre le pouvoir, on va faire des élections libres, l'Afrique du Sud sera démocratique, on sait que la majorité noire sera au pouvoir, mais voici. On ne règle pas les comptes de tous ceux qui ont collaboré avec les Blancs, les chefs de Bantoustan comme les Boutelisi, ainsi de suite. Les traîtres, on ne les met pas au poteau, pour tirer sur eux. Deuxième conditionnalité, tout ce qui est armes atomiques et technologie nucléaire dont possède l'Afrique du Sud, vous nous laissez gérer. L'Afrique du Sud ne vous en parle jamais, on n'en parle plus. Ça a été réglé dans ces accords secrets-là. 3. On ne sort pas le dossier des sources de financement, import-export, par exemple, le commerce,
de l'économie sud-africaine. Parce que ça violait toutes les résolutions des Nations Unies sur l'embargo. Et que beaucoup de personnes à l'intérieur de l'Afrique du Sud, beaucoup de personnes en Occident, parmi les gros dirigeants, y étaient mêlés. Voilà les termes de l'accord. On n'en parle pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand effectivement on met tout ça en application, l'aile extrêmement dure, gauchiste, emmenée par Winnie Mandela, ne veut rien entendre. On va régler les comptes des Blancs, et ainsi de suite. On met tout sur la table, les traite, pan. C'est ce qui est en train de divorce avec son mari. Parce que ça ne correspondait plus à l'image. Mandela, lui, il disait on se consacre à la reconstruction et au changement du sort des Noirs, et non pas à la vengeance, à une nouvelle guerre fratricide. On donne un exemple au monde, si vous voulez, un peu comme disaient les sandinistes quand ils sont arrivés au pouvoir au Nicaragua. Notre vengeance sera le pardon. J'ai d'ailleurs repris ça dernièrement à propos de ceux qui avaient brûlé les tissus d'une dope au Cameroun. Et vous avez eu la même situation exactement en Angola, avec des gens comme Nito Alves, qui était un métis, qui était un des éléments très remontés contre le colonialisme portugais, et le docteur Agostinho Neto, le leader du MPLA, Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, comprenait très bien ce qui s'était passé pour la libération de l'Angola. Parce qu'au nord, vous aviez la CIA avec Roberto Holden du FLN, et au sud, vous aviez, n'est-ce pas, cet autre chef de guerre avec l'Afrique du Sud, ainsi de suite. Et il y avait eu des négociations extrêmement dures après l'indépendance de l'Angola entre l'Union soviétique et les États-Unis, en fait, le camp socialiste et le camp atlantiste, n'est-ce pas, présidé par les États-Unis. Ça, on est en 1975, si vous voulez. Et il était important de parvenir à cet accord-là parce que tout était à refaire en Angola. L'Angola a eu son indépendance. Je me souviens, j'étais étudiant à Paris, et c'était quelque chose d'extraordinaire. Nous, on découpait les trucs des journaux tous les jours. J'avais même été candidat pour aller lutter en Angola, pour m'intégrer dans le MPLA. C'était tellement passionnel et passionné que au lendemain de l'indépendance, il fallait gérer les extrémistes. C'était compréhensible. Et c'est là, justement, où on découvre un responsable et la capacité de responsabilité d'un individu. Du coup, fallait-il... alors, je vous explique, c'est pour revenir au cas de Prigoline. Les gars disaient dans leur tête d'abord, tous les métis, ce sont des traîtres. Ça, c'était très grave. L'aile d'extrême gauche. Tous les blancs, même s'ils ont investi, il faut balayer tout ça. Et on a été obligé de le liquider. C'était Nito Alves qui représentait cette aile-là. Et on l'a liquidé, si vous voulez. Alors, vous avez la même situation, un individu qui se rencontre Frigolin, ce qu'il y a d'important. Il connaît très bien la puissance russe. Il sait très bien ce que la Russie est capable de faire. Il a une idée exacte des systèmes d'armes qui existent, qui sont terribles, si vous voulez. Lui, il fallait lui donner ça tout de suite. Bakhmut, ça ne devait pas durer aussi longtemps. Voilà son vrai problème. Si on avait déployé tout ça, on rasait Bakhmut. Mais attendez, ce que dit Poutine, c'est pas qu'on rase l'Ukraine. Ce que dit Poutine, c'est pas qu'on occupe l'Ukraine. Ce que dit Poutine, c'est qu'on mette fin à la répression de populations russophones dans ces 4 régions-là, dans le Donbass. Et pour cela, justement, il faut qu'on retrace une nouvelle ligne de frontière qui éloigne l'Ukraine. D'autant plus qu'en réalité, les Américains, depuis longtemps, ont engagé une stratégie d'implantation des bases militaires, y compris même d'ailleurs des armements tactiques nucléaires sur les territoires bordant la Russie. Il fallait éloigner au maximum ces gens-là, et puis s'arrêter là, ne pas aller plus loin. À Washington, à Paris et partout, on en a conscience. Alors, vous avez un fils têtu, un trouble-fête, qui sont non, pas comme ça, donnez-nous ce qu'il faut, on va bombarder, raser tout ça. Voilà la crise de Wagner, voilà ce que ça représente. C'est pas une sauce extraordinaire dans une salade très belle, non pas du tout. D'ailleurs, Poutine l'a dit, on aurait écrasé ça, si vous voulez.
c'est pas, je pense qu'il ne faut pas en faire un très grand drame. De même, il faut savoir raison garder, surtout pour les Africains qui nous entendent, si vous voulez. Ce n'est pas d'ailleurs que ça, si vous voulez. Les États ont généralement plusieurs types de forces qu'on balance sur un terrain. Il y a les visibles et les invisibles, il y a les officiels et les non officiels, si vous voulez. Wagner, c'est juste un petit pan de ce que la Russie a balancé en Afrique. Il y a la guerre des réseaux. Avant, c'était davantage dans le monde, mais ça s'est beaucoup déplacé en Afrique en ces temps-ci. Mais ce n'est ni la première fois, ni le commencement, si vous voulez. Parce qu'en fait, l'assassinat de Lumumba est le triomphe des forces occidentales sur les forces progressistes à l'époque, qui étaient très mal organisées, si vous voulez. Lumumba a crié pendant très longtemps pour dire voilà, ils vont nous avoir, ils vont détruire notre indépendance et tout. Mais à ce moment-là, le rapport de force sur le terrain africain est très défavorable au camp des pays progressistes, dont soutenus par la Chine et l'Union soviétique de l'époque, d'autant plus que d'ailleurs, à cette époque, la Chine et l'Union soviétique ne parlent pas d'une même voix, puisqu'on retrouve d'ailleurs dans le cas du Zimbabwe, ex-Rhodésie, la Chine qui soutient Mugabe, et puis la Russie qui soutient l'autre, n'est-ce pas, l'autre dirigeant, qui était moins populaire, et les deux correspondant à deux grands groupes ethniques complètement différents. On retrouve la même chose en Angola, où, curieusement, on retrouvera la Chine aux côtés de Savimbi. On ne comprend d'ailleurs pas comment ça se passe. Et c'est ça, parce que les deux grandes puissances du camp socialiste, du camp communiste, en gros, ne s'entendaient pas, avec quelques rivalités. Vous savez, ça date de longtemps. La Chine n'a jamais pigé que la Russie lui refusait certaines technologies, ou lui fermait les portes, ou les traitait à un moment donné comme une nation mineure. Et aujourd'hui, ça s'est estompé avec la modification des rapports de force et la recontextualisation des 10 rapports de force sur la scène internationale. Alors, voilà qui est Prigogine. Envoyé en mission, on lui a confié un petit travail. Là-bas, il veut aller au-delà. Et puis, au fur et à mesure qu'on lui donne un peu les quelques moyens qu'il a, il fait la grosse tête, il dit, moi, vraiment, je suis plus d'accord avec le père. D'ailleurs, moi, je m'en vais à Moscou. Il savait qu'il ne pouvait pas, si vous voulez. Donc, et dans le même temps, il faut arrêter avec la publicité selon laquelle les Africains doivent regretter leur choix. Non, pas du tout. Pour ça, on va y revenir. Voilà. Professeur, est-ce que Wagner a été sanctionné, reconnu comme un groupe terroriste par les Américains? Est-ce que l'État russe veut s'en débarrasser? Attendez, qui sont les Américains pour distribuer les certificats de groupe terroriste? Justement, dans votre, tel que vous avez développé tout à l'heure, vous nous avez montré qu'il y a une pacificité, c'est-à-dire qu'il y a une paix derrière, que les États se mettent ensemble pour préserver. Oui. Est-ce que dans ce deal caché, ce deal arrière, on peut considérer que l'État russe souhaite calmer les ardeurs d'un groupe comme celui-là, certainement soit pour donner plus de présence à l'armée russe en elle-même, pourquoi pas, soit pour substituer au groupe Wagner une autre force? Non, je pense que il faut bien comprendre l'existence, je vous l'ai dit, des forces parallèles, si vous voulez, ou des unités d'intervention spéciales est propre à toutes les grandes armées du monde. Et même aux petites armées, si vous voulez. Ça, je me souviens, pour vaincre Boko Haram, à un moment donné, dans le nord l'extrême nord du Cameroun, l'armée camerounaise, l'État camerounais avait dû, en réalité,
préparer des contre-mesures avec des éléments avancés. Ça, bon, c'est une révélation que je vous fais, qui avait très bien marché, si vous voulez. C'était des unités de renseignement qui étaient allées jusqu'au Nigeria, repérer les bases et tout. Il restait à trouver maintenant un accord pour le droit de poursuite. Puis à un moment donné, le Nigeria l'a donné. On a écrasé ces bases-là. Et d'ailleurs, ça nous a coûté la vie d'un excellent colonel, le colonel Kwele, qui est mort dans ces conditions-là. Mais simplement, ce que je veux vous dire, c'est que Wagner va continuer à rester, si vous voulez. Simplement parce que, d'ailleurs, il suffit de suivre la déclaration de Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, la Russie, pour bien comprendre, si vous voulez, ça ne change rien. La coopération qu'il y avait sur le terrain, c'est quelque chose qu'on tient comme ça, hein, un peu comme un fétiche qu'on agite pour effrayer les uns et les autres. Quand vous voyez l'équipement, si vous voulez, c'est un équipement effrayant. On vous montre un soldat de Wagner et tout, effrayant. Exactement quand on vous montre l'équipement d'un élément de force spéciale, je voyais dernièrement pour les forces spéciales ivoiriennes, il faut voir pour les forces spéciales camerounaises et tout. On essaie de les parer d'un certain nombre de logistiques, de gadgets, si vous voulez, qui leur donnent une apparence effrayante. C'est pas le militaire classique et tout. C'est ça un peu Wagner. En réalité, ça n'a jamais été autonome de l'État russe. D'ailleurs, regardez comment ça se décante aujourd'hui. On dit, bon, certains, on enverra certains en Biélorussie. Biélorussie, c'est quoi? C'est l'arrière-cour de la Russie. Certains, on va intégrer dans l'armée. Ben, bon, on ne poursuivra personne. Mais ce qui est sûr, quelques chefs qui ont été un peu têtus et désordonnés, on va frapper dessus. Voilà, si vous voulez. L'armée va continuer d'exister. Wagner, c'est une armée. C'est une armée russe, si vous voulez, mais qui a simplement un autre nom. Et on a placé un chef qui, à un moment donné, a brûlé les fous. J'ai entendu la déclaration des responsables américains qui est très ambivalente, si vous voulez. On était un peu au courant que des gens là-bas étaient un peu têtus et qu'ils allaient essayer quelque chose, mais c'est pas une grande salade. Quand on dit les États-Unis ont sanctionné Wagner et tout, en fait, ça veut dire que les États-Unis sont parvenus à la conclusion que cette institution les gêne un peu, si vous voulez. Mais pas dire qu'ils ne connaissent pas ce que c'est. Ils savent très bien que c'est un autre bras, l'armée russe, mais un bras un peu où on rassemble les délinquants, on les met là-dedans, on dit on vous donne le droit d'aller faire quelque chose dans tel ou tel autre secteur. C'est pas l'armée russe, mais si on vous attaque, nous allons défendre. On va dire que tous les pays ont le droit de faire ça, et ensuite que les pays d'accueil signent des accords en fonction de leurs besoins de sécurité, n'est-ce pas, en besoin de leurs objectifs opérationnels, et qu'aucun autre État ni aucune autre institution dans le monde, personne morale ou physique n'a le droit d'aller à l'encontre des ambitions d'un État souverain et indépendant. Voilà, c'est tout. Sanctionner, bon, c'est un grand mot, vous voyez très bien à quoi ça retourne aujourd'hui. Ça va s'estomper d'ici quelques jours, puisque ça ne change rien matériellement sur le terrain. Hein. Ils ont fourni, je disais encore hier, pour près de 150 milliards déjà d'armement à l'Ukraine. 90% ou quelque chose comme ça a été soit détruit, soit abandonné sur le terrain, soit récupéré par les Russes. On continue de le faire simplement parce que ça alimente l'industrie d'armement, vous avez vu. Je lisais hier, le Danemark va avancer de 4 ans ou de 3 ans, 2 ans. Le maintien en opération de ces avions F-16, qui était l'avion le plus vendu à presque 3500 exemplaires de l'industrie américaine, ce qu'on a distribué partout à travers le monde, un peu comme les MiG, parce que jusqu'à aujourd'hui, l'avion le plus vendu dans le monde a été le MiG-21. Et le MiG-21 de l'ex-Union de République socialiste soviétique. Alors, cette quincaillerie militaire a une certaine durée, si vous voulez.
Et on profite avec l'Ukraine pour liquider et puis du coup prendre de nouveaux armements qui manifestement l'Europe n'a pas une véritable industrie d'armement. Tout viendra des États-Unis avec quelques commissions dedans et tout, des obus qu'on va faire en Pologne et en Bulgarie, n'est-ce pas, des sous-traitants, et ça alimente l'économie et ça ainsi de suite. Donc en fait l'Ukraine c'est un champ de bataille, comme dit Poutine, ils vont liquider jusqu'au dernier Ukrainien, en fait pour laisser un pays vierge qui sera aux frontières de la Russie et dont la Russie devra s'occuper. Le mythe de l'Ukraine membre de l'OTAN ou de l'Union européenne, c'est un mythe, c'est une connerie. On n'amène pas une coquille vide dans une réunion de gens rassasiés pour dire voilà un nouveau membre. Ça ne tient pas la route. Pour ça, si la Russie veut rester crédible sur le plan international, on va parler de l'Afrique tout à l'heure, on reviendra sur le cas des États africains, est-ce que la crédibilité, le sabotage qui a été fait sur Wagner, on a bien vu qu'au Mali, pendant qu'on dit Wagner, là il dit non, on ne connaît pas de Wagner, en Centrafrique c'était la même chose. Du coup, le concept même en lui-même semble être honteux. Je permettais que je dise ça comme ça. Est-ce que ce ne serait pas intéressant sur le plan pratique que la Russie se débarrasse ne serait-ce que du concept, sans que ce ne soit un aveu de faiblesse? Ah non, pas du tout. Justement, ce serait un aveu de faiblesse. Pas du tout. Attendez, un petit enfant à la maison se fâche, casse un verre, et vous dites, du coup, on va supprimer un membre de la famille parce que les voisins ont crié. Pas du tout. Je vous dis, le principe, ce sont des forces paramilitaires. Attendez, vous avez bien vu, quand on dit le principe force paramilitaire, ce n'est pas si paramilitaire que ça. C'est un pan de l'armée, c'est un pan des moyens opérationnels de l'armée nationale, si vous voulez. Le siège de Wagner, c'est à Saint-Pétersbourg, un gros bâtiment. C'est quand même pas quelque chose d'officieux, si vous voulez. Et puis, on va pas se lever un matin parce que l'Amérique a dit c'est des mercenaires, l'Amérique a dit ils exploitent les mines, c'est des voleurs. Ah non, pas du tout. D'un point de vue objectif stratégique, ce n'est pas bon. Qu'on se lève un matin parce qu'ils ont dit ça, et puis on commence, oh non, non, on ne parle plus de Wagner, pas du tout. C'est de dire, il y a un seul discours. Les États sont libres d'entrer dans des rapports de construction de moyens et de fourniture de logistique sécuritaire, mais de manière discrétionnaire. Les formes que ça prend, les regarde, si vous voulez. Au Mali ou en Centrafrique, on vous dit, nous avons une coopération franche avec la Russie qui touche tous les domaines, y compris militaires et sécuritaires. Souvenez-vous, quand le Cameroun a renouvelé ses accords militaires avec la Russie, ça a fait beaucoup de bruit partout, puis le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, s'est rendu à Moscou. N'est-ce pas, pour revoir tout ça, on a bien arrangé et tout. C'est souverain, si vous voulez. On n'a pas besoin de l'avis de quelqu'un. Pas du tout. Qui contrôle les États-Unis en Amérique latine? Qui les contrôle en Irak ou en Syrie? Au Soudan. Au Soudan, les États-Unis exploitent le pétrole jusqu'aujourd'hui. Au moins le 1/3 des ressources pétrolières de la Syrie que les Américains exploitent dans des zones qu'ils ont occupées et réexportent officiellement. C'est du vol, c'est du gangstérisme même à la limite. Le débat a été porté au Conseil de sécurité à plusieurs reprises. Ça ne leur dit rien. Ce n'est pas l'armée américaine entièrement. Il y a là-bas des forces privées sous le contrôle de l'armée américaine qui font ce genre de choses, toutes sortes de trafics. Donc, en fait, c'est partout, si vous voulez. La même chose, je peux vous dire, dans l'opération Barkhane, il y avait beaucoup d'armées officielles, mais beaucoup également de missionnaires privés, que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger. Voilà la réalité. Bon, attendez, la Russie a quel intérêt? Non. Nous sommes entrés dans une nouvelle configuration mondiale où les pays comme la Russie et la Chine, d'ailleurs,
Je suivais un discours de Ouattara à Paris. Il dit non, c'est fini ça. Vous vous levez un matin, vous nous dites écologie, problèmes climatiques, énergie propre et tout. Mais vous vous êtes développé avec quoi? Vous avez pris 100 ans, 200 ans, utilisé les insecticides et tout ce truc-là pour vous développer. Vous polluez le monde entier. Vous vous levez un matin, vous commencez à nous dire « Ah, le cacao a fait ceci. Ah, les champs de patates. Ah, les champs de palmiers à huile. » Mais attendez. Avec quoi vous avez fait le beurre et tout ça, votre fromage, pendant des siècles? C'est avec ça. Qui pollue le monde aujourd'hui? Ce sont vos industries. Nos plages et tout, ce n'est pas nous qui les polluons. C'est des choses rejetées par la mer, ça vient de chez vous. Et c'est vous qui vous levez pour nous dire énergie propre, écologie propre et tout, machin. On ne fait pas ci, on ne mange pas ça, on ne fait pas ça. Ah non, attendez. Que nous aussi, on en jouisse et on verra. Nous jugerons par nous-mêmes. Vous ne venez pas nous dire ce qu'il faut faire aujourd'hui. Donc, c'est pour répondre à votre question. Les États-Unis sont mal placés pour indiquer à la Russie ou même à n'importe quel autre pays ce qu'il faut faire, si vous voulez. Qui il faut fréquenter, qui il faut saluer. Attendez, quand vous suivez les discours de Poutine le 24 février, qui déclenche l'opération spéciale, à mon avis, c'est le discours le plus responsable, le plus riche, le plus complet d'un homme d'État du siècle actuel. Parce que tout y est, si vous voulez. L'analyse géopolitique, depuis le traité de Westphalie, qui instaure la multilatéralité, les deux guerres, la Société des Nations, l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de l'Europe, l'unité africaine, la Commission de l'Union africaine, la Commission de l'Union européenne, les pays latino-américains, toutes les différentes guerres qui ont lieu. Tout ça est passé en revue avec, en toile de fond, la dimension idéologique, la dimension structurelle et puis la composante doctrinale. Et c'est cette composante doctrinale et idéologique, aujourd'hui, qui ne tient plus la route. On repasse tout ça en revue et on dit, mais où sommes-nous? Nous nous sommes laissés pendant longtemps noyés par des ambitions et des programmations autour d'une monnaie, le dollar, autour d'une politique capitaliste à outrance, autour d'une exploitation éhontée des richesses des autres nations, autour de constructions industrielles en réalité qui ne correspondaient pas aux valeurs de tous les peuples de la planète. Allez, stop! On revoit tout ça aujourd'hui. Vous restez où vous en êtes. On va réorienter le commerce international. On va réfléchir sur la monnaie de référence. À la limite, recréer une autre. On va revoir le groupe de travail, le cadre institutionnel, les éléments normatifs pour meubler ce cadre institutionnel. Et puis, on va bâtir un nouveau monde. À partir de là, attendez, d'où ça vient? Que quelqu'un crie Wagner. Et puis, on dit, ah, mais Wagner... Non, pas du tout. C'est terminé, tout ça. Pour ça, est-ce que Wagner fait peur aux Occidentaux? Attendez, monsieur, bien sûr, tout ce qui est contre l'ordre établi fait peur, si vous voulez. Mais moi, je fais peur aux Occidentaux, en tant qu'Africain qui raisonne comme je raisonne, si vous voulez. Vous-même, vous faites peur, si vous voulez. Il faut voir ce que l'ouverture de la communication a fait dans le monde. En fait, ça a libéré les consciences, ça a libéré le discours, ça a ouvert les yeux des gens. On a beaucoup plus conscience aujourd'hui de ses intérêts propres et de ce qu'on a subi et de ce qu'on risque de subir si on ne se redessine pas, si on ne se repositionne pas, si on ne se reclasse pas, si on ne projette pas de nouvelles visions des rapports de force mondiaux. Ça, c'est extrêmement important. Donc, tout ce qui vient en contradiction, tout ce qui vient aujourd'hui comme instrument dans l'opérationnalisation de l'éveil des consciences et de l'émancipation des peuples, fait peur à l'ordre établi, fait peur à la pensée unique, fait peur aux tenants de ce pouvoir impérialiste. Professeur, le président Poutine a qualifié le groupe Wagner de traître. Comment est-ce que l'Afrique accueille un groupe comme celui-là, si le président même de la Russie a dit que c'était quand même des gens qui étaient contre l'ordre établi, qui voulaient mener une révolte contre le pouvoir? Comment est-ce que l'Afrique
continue d'accueillir un groupe comme celui-là? Attendez, mais tant que c'est un pan de l'armée russe, il appartient à la Russie de savoir comment le reprendre en main, le réorganiser et tout, en le situant dans une coopération russo-africaine dont les fondements idéologiques et doctrinaux, les grandes orientations et les ambitions ne changent pas. Aussi simple que ça. Attendez, même au Cameroun, en 1984, nous avons eu une tentative de coup d'État, qui a échoué. C'est pas pour autant qu'on a jugé les coupables, les chefs et tout, mais c'était quelques individus avec une petite fraction très minoritaire de l'armée. On n'a pas versé tout le monde dehors. C'était des traîtres, si vous voulez, mais simplement c'était des Camerounais, si vous voulez. C'était des Camerounais formés par l'armée camerounaise, qui étaient dans l'armée camerounaise, avec des civils qui étaient des hauts fonctionnaires et tout. Ils sont restés, certains ont fait la prison, en sont sortis. Beaucoup de militaires ont été réintégrés, on a restitué les biens de quelques-uns. Certains sont morts pendant l'événement et tout. Je vous signale qu'en Russie, ce n'est pas allé jusque-là, si vous voulez, ce désordre-là. Donc, parler de traîtrise, c'est dire, on vous confie une mission, et puis à partir de là, vous voulez faire à votre tête, au point de vous mettre en tête de vous dire, ah ben tiens, vraiment on va aller à Moscou se plaindre. Ben non, pas du tout. C'est logique de parler de traîtrise, mais c'est encore plus logique, stratégique, conceptuellement et idéologiquement, de dire, ah mais écoutez, c'est un pan de l'armée russe, pour ce qui est de la coopération dans laquelle ils étaient intégrés ou réquisitionnés, cette coopération continue. On ne change rien dans les éléments de base et doctrinaux, les ambitions, mais simplement, pour ce qui est de la qualification, c'est clair, il s'agit d'un acte de traîtrise et on gérera ça en tant qu'État. C'est tout, aussi simple que ça. On a eu ça, je vous l'expliquais tantôt, on a eu ça un peu partout dans le monde. Ça, c'est des phénomènes qui se produisent dans tous les pays et à un moment donné, surtout en partant de crises. Non seulement partant des crises, mais dans des contextes où on arrive à confier des responsabilités importantes à quelques individus ou à un individu pour gérer une situation quelconque, n'est-ce pas, concernant la crise que l'on vit. C'est tout. Professeur, quand les États africains rentrent en coopération avec la Russie, j'imagine qu'ils veulent une coopération avec l'État russe. Est-ce que le fait de leur, permettez que je dise ça comme ça, je peux me tromper, de leur envoyer Wagner, c'est pas ce qu'on reproche aux Occidentaux de la condescendance? Ah non, pas du tout. Puisqu'en fait, ils font différemment. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas de la condescendance. Pas du tout. Je vous l'ai dit tantôt, les États disposent de plusieurs leviers d'action sur le plan militaire et sécuritaire. Et ils décident souverainement avec les autres États. Attendez, vous ne prendrez pas les dirigeants maliens ou centrafricains pour des enfants de cœur, quand même. C'est des choses qui ont été bien faites sur le terrain, c'est des choses qui ont été bien analysées. La plupart des équipements qu'ils ont reçus aujourd'hui, ils ne les ont pas reçus depuis l'indépendance. Surtout avec la liberté des moyens d'utilisation et de personnalisation sur le terrain. Ça me paraît fondamental. Non, pas du tout, je crois que non. Justement, c'est le discours qu'il faut évacuer. Et c'est la tentation du piège occidental de dire, ah ben écoutez, vous êtes dans une nouvelle recolonisation, dans un nouvel impérialisme. Vous savez, Abdullah Wade avait dit, nous avons reçu de la Chine en 20 ans, c'est que nous n'avons pas reçu l'Occident en 400 ans. On a reçu l'Occident sa langue, ses méthodes, certains éléments pervers de sa culture, au point qu'aujourd'hui il veut nous imposer l'homosexualité, mais on n'a pas reçu, en réalité, en termes de comparaison, autant qu'on a reçu de la Chine en moins de 20 ans, ou en 20 ans. Voilà. Je pense, non, il faut savoir raison garder, surtout éviter d'être polarisé ou focalisé dans les éléments de langage que les médias occidentaux nous projettent ici comme des choux-fleurs qu'il faut consommer sans attention. Pour cette dernière question, qu'est-ce qu'on gagne à entretenir une guerre? Parce que je fais un peu comme la synthèse de tout ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'on gagne à entretenir une guerre? Est-ce que la guerre, pour les plus puissants, la guerre peut être rentable, mais pour la paix et la sécurité internationale, il faut bien se poser des questions.
Je pourrais vous répondre religieusement, mais je peux vous répondre brutalement comme quelqu'un, comme un spécialiste de doctrine militaire et des études pomologiques. C'est d'ailleurs la deuxième voilà. Qui nous intéresse. La guerre est nécessaire. Elle est même indispensable dans la reconfiguration et la redistribution permanente des cartes pour l'ordonnancement des rapports de force. Mais il y a des guerres justes et des guerres injustes, mais tout en restant, en demeurant des guerres. Dans le contexte de l'ordonnancement des nouveaux rapports de force, il faut comprendre que elles ont beaucoup de motivations. Elles peuvent être territoriales, elles peuvent être économiques, elles peuvent être essentiellement géostratégiques. Lorsqu'elles sont territoriales, elles peuvent s'appuyer sur un discours de libération des peuples, d'autodétermination, ou en réalité de modification de la forme de l'État. Lorsqu'elles sont stratégiques, elles peuvent tenir au redimensionnement ou à la reconfiguration des fondements et des principes des politiques de sécurité des États. Lorsqu'elles sont économiques, elles peuvent relever de pratiques permanentes pour la relance de la production industrielle, la résorption du chômage et la promotion de nouvelles technologies. Si vous prenez l'évolution de la scène internationale et les rapports entre les États depuis 50 ans, vous allez vous apercevoir que tous les 10 ans, il y a une grande guerre. Quand il n'y a pas une grande guerre, il y a 2 ou 3 petites guerres. Elles permettent, d'abord, de vérifier ou de réorganiser les rapports de force entre les États, 2, de consolider ou de détruire les alliances, 3, de permettre l'émergence et l'utilisation de nouvelles technologies, simplement parce qu'il faut les essayer sur le champ de bataille. Vous savez, aujourd'hui, il y a un consensus sur le fait que les 2 bombes américaines lancées sur Nagasaki et Hiroshima n'étaient pas nécessaires. En dépit du discours révisionniste de l'Occident, c'est l'armée rouge qui permet de mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. C'est elle qui a vaincu le nazisme. L'Allemagne a été défaite à partir de Stalingrad, qui a duré près de 3 ans. Et au moment où les États-Unis balancent les 2 armes nucléaires, leurs bombes sur Nagasaki et Hiroshima, en réalité, la guerre était terminée depuis longtemps. Ce n'était pas nécessaire. Mais simplement, il fallait bien, dans l'esprit des États-Unis, essayer un peu pour voir ce que c'est, comment ça fonctionne la bombe atomique. Voilà la réalité. Et je pense que c'est... Alors vous comprenez dans l'utilité de la guerre. L'Irak, le Kosovo avait permis de... la guerre en Bosnie, Kosovo et tout ça, pour détruire la fédération Yougoslavie, avait permis aux Américains de tester certaines nouvelles armes. On tenait le même discours aujourd'hui que pour leurs avions F-35, si vous voulez. Et vous savez, le Conseil de sécurité était opposé. Kofi Annan était secrétaire général. Et pour eux, les Américains, c'était pas pour les peuples kosovars ou bosniaques, non, aucun rapport. C'était pour les intérêts des États-Unis. Il fallait dépecer la Yougoslavie. Il fallait tester de nouveaux armements, il fallait redessiner l'Europe sur le plan des rapports de force. La même chose en Irak, ça leur a permis de tester de nouveaux armes une fois de plus, ça s'est fait contre l'avis du Conseil de sécurité, donc contre ce qu'ils appellent communauté internationale. Voilà la réalité, ça c'est des choses que les générations, les petits-enfants ne comprennent pas. Il faut le dire surtout aux apprenants, ceux qui ont la prétention de faire la relation internationale, qu'il faut bien se restituer dans l'histoire diplomatique et militaire pour comprendre le sens des choses aujourd'hui, si vous voulez. Et ça,
Tant que vous n'avez pas cette compréhension, vous ne pouvez même pas comprendre l'Ukraine, si vous voulez. En Ukraine, aujourd'hui, on est en train de tester beaucoup de nouveaux armements. L'Occident, les États-Unis surtout, n'ont pas intérêt à ce que ça s'arrête. C'est pour la première fois que la France a essayé ses canons César en temps réel. Et elle a vu ce que ça représente. Donc, zéro, rien du tout. De même, les fameux HIMARS américains qu'on testait pour la première fois. On a vu sur place, la guerre d'Arménie avait déjà révélé les drones turcs. Maintenant, en Ukraine, on a vu que les drones turcs, au départ, étaient bien. Après, fini, terminé. Une fois que les Russes ont compris ce que c'était, ils ont développé des contre-mesures. Du coup, on ne parle plus des drones turcs. Vous voyez, c'est exactement cela. Et en Ukraine, on a découvert la puissance militaire iranienne. C'est-à-dire que le discours qu'ils tiennent depuis longtemps pour dire attaquez-nous, vous allez voir ce qu'on va faire. Alors, mettez un peu l'Iran dans les pas de la Russie, si vous voulez. À cause des sanctions, ils ont développé une industrie militaire extrêmement efficace aujourd'hui. Ça revient au discours, à l'adage qui dit quand vous faites souffrir quelqu'un, vous le mettez à l'école pour vous dépasser, si vous voulez. Et c'est fondamental. J'aime mieux souvent dire aux gens que ils ne regrettent pas d'être arrivés en Europe par la route et par la mer. Par rapport à ceux qui sont arrivés, qui étaient attendus à la descente d'un avion dans les aéroports chics, et ainsi de suite. Ça vous enseigne beaucoup de choses, si vous voulez. Donc, ces guerres-là, ce sont des écoles pratiques pour les militaires. Pour affiner les doctrines militaires, pour confirmer ou infirmer les nouvelles technologies, ainsi de suite. Vous voyez, voilà la guerre dans les rapports humains. Voilà la guerre dans l'existentialisme en termes de globalisation de la philosophie. En fait, vous n'avez même pas besoin d'aller chercher dans la globalisation d'un point de vue macroéconomique. Le principe même de la guerre, c'est que vous êtes en guerre par rapport à vous-même. Si vous n'êtes pas en guerre par rapport à vous-même, vous ne pouvez pas évoluer, si vous voulez. Moi, quand je n'ai rien, j'estime, en me réveillant chaque matin, il faut que Sandas Tomé soit en mesure de contester Sanda Tomé. Et quand Sanda Tomé conteste et dénonce Sanda Tomé, le Sanda Tomé réel et profond avance beaucoup plus vite. Ça, c'est fondamental. Si vous ne pouvez pas vous remettre en cause, vous ne pouvez faire aucune avancée. Et la guerre, c'est ça dans le principe des rapports entre les nations. Merci infiniment, professeur Chanda. Chers téléspectateurs, vous découvrez avec moi à la fin de cet entretien, après 1 heure d'entretien, que nous avons parlé de guerre et de paix en parlant du prétexte russo-ukrainien, mais nous nous rendons bien compte que même pour le cas de l'Afrique du Sud, quand le professeur l'a cité, les orientations pour la paix ont été décidées ailleurs. Du coup, il est important que nous nous interrogions sur notre avenir. Quand est-ce que nous fabriquerons nos propres drones, nos propres armes, nos chars, nos avions de combat? Nous pensons qu'il est important que nous remettions en cause les systèmes scolaires, l'école que nous avons, pour voir comment est-ce que nous parvenions à exister dans ce monde où c'est la guerre qui gouverne l'histoire. Je vous remercie, professeur Chanda. Je vous en prie. La guerre gouverne l'histoire. C'est vrai, mais l'histoire des guerres est l'histoire de l'humanité. C'est le sens de la marche de l'humanité. À très bientôt sur Africa TV.